Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Nous avons décidé de parler droit. Droit parce que justement, c'est un élément constitutif de notre vivre ensemble. Il est important d'en parler, et surtout dans tous les aspects de son existence. Nous parlons aujourd'hui droit avec un agrégé des facultés de droit. Il est enseignant à l'université de Parakou. Il est vice-doyen de la faculté. Il est aussi avocat à la Cour, avocat au barreau de Cotonou et de Paris. Il est par ailleurs président de l'Association béninoise du droit de la famille, ABDF. On parlera donc de droit dans toutes ses composantes avec lui. Le thème, c'est l'enseignement du droit au Bénin. Dans quel contexte est-ce que cet enseignement se déroule? Pour quel débouché? Pour quel objectif? Nous parlerons de tout ceci afin de finir en beauté l'année 2023. Alors, je le disais, notre invité est professeur Clotaire Agossou. Bonjour. Bonjour, monsieur Don Clamabalo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir. D'accord. Alors, professeur Agossou Clotaire, vous êtes enseignant à l'université de Parakou, je l'ai dit tout à l'heure. Comment ça se passe à Parakou? Alors, l'université de Parakou est l'une des 4 universités béninoises, l'une des 2 universités pluridisciplinaires du Bénin. L'enseignement de droit se passe très bien. Pour ne pas révéler un secret pour Polichinelle, c'est si vous voulez faire l'université, allez à l'université d'Abou-Calavi, mais si vous voulez faire le droit à l'université, venez à l'université de Parakou. Il n'y a plus de droit à l'université d'Abou-Calavi? Je n'ai pas dit ça. Ben, c'est ce qu'on comprend. C'est comme s'il n'y avait plus de fac de droit à Calavi. Le droit s'enseigne autrement, désormais, à l'université de Parakou. Ben, l'université de Calavi et l'université de Parakou, ce sont des universités publiques. Pourquoi est-ce que le droit doit-il s'enseigner différemment? Justement. Alors, le droit s'enseigne différemment parce que on ne peut pas enseigner le droit sans faire un enseignement des travaux dirigés. Et à l'université de Parakou, aujourd'hui, je pense que les travaux dirigés, condition sine qua non pour passer d'un semestre à un autre. Ça ne se fait pas à l'université de Calavi, les travaux dirigés? À mon humble avis, oui. Quand on parle de travaux dirigés, c'est constitution des groupes de travaux dirigés par des étudiants de 30 à 50, avec des salles bien affectées et des chargés dirigés, chargés de travaux dirigés bien affectés à chaque groupe. C'est ça, faire les travaux dirigés. Et tel que je l'ai décrit, me semble-t-il que la seule université publique qu'il fait au Bénin, c'est l'université de Parakou. Vous faites de la publicité pour votre université, professeur, c'est tout. Alors, de toutes les façons, l'université de Parakou est l'une des universités publiques. Et aujourd'hui, on ne peut plus se complaire de continuer à enseigner le droit comme cela se faisait. On forme des juristes, on forme des gens pour la profession de droit qui, lorsqu'ils sont sur le terrain, ils ont des problèmes pour s'insérer. Alors donc, on doit se remettre en cause et savoir que enseigner le droit aujourd'hui ne peut plus être fait comme on le faisait. Alors, est-ce qu'à Parakou, il y a 1000, 2000, 10 000 étudiants comme à Cotonou? Je crois qu'à l'université de Parakou, nous avoisinons en première année de droit près de 2000 étudiants. C'est beaucoup quand même. Comment vous faites pour gérer ça? 2000 étudiants en fac de droit en première année? Alors, c'est pas beaucoup si vous prenez dans d'autres domaines. C'est pas beaucoup, ça peut être géré. Alors, quand vous allez même à Sorbonne, l'ensemble des étudiants en première année de licence, c'est à peu près de 2500. Oui, mais Sorbonne, Cotonou, alors, organiser les travaux dirigés, c'est une question d'organisation et une question de volonté. Alors, comme je vous ai dit, les travaux dirigés, ça se donne en des groupes de 30 ou 50 ou plus. On ne va pas mettre les travaux dirigés pour 1000 ou 500, 700 étudiants à la fois. Ça, c'est pas. Le cours magistral est différent des travaux dirigés. Le cours magistral, lorsqu'il est fait, l'enseignant ne peut pas en 25 heures ou en 30 heures, comme l'exige le système LMD, aborder tout ce qui concerne une matière donnée. Impossible, il ne peut pas. D'accord. Aujourd'hui. Et donc, les travaux dirigés sur des thèmes centraux de la matière, eh bien, sont faits un renfort à l'enseignement magistral. Et donc, c'est fait maintenant à des étudiants, des groupes d'étudiants de 50 ou de 30. Et donc, à la date d'aujourd'hui, à la faculté de droit et sciences politiques, nous avons près de 17 groupes
pédagogique de travaux dirigés. Vous voyez, en droit, nous avons 6 en sciences politiques et avec ça, nous avions recruté des chargés de TD, ceux qui ont déjà eu leur thèse, qui ne sont pas encore recrutés, mais également ceux qui ont fait le master et qui sont en attente de soutenir les thèses, donc les doctorants, on les a recrutés et c'est eux qui font les travaux dirigés. Nous avons commencé depuis 3 ans. D'accord. Oui, mais 2000 étudiants en droit, qu'est-ce qui, selon vous, explique cet engouement pour l'apprentissage du droit? Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne crois pas. C'est une bonne chose. Ça permet à chacun, tout au moins, de savoir qu'il est citoyen et quels sont les droits et d'aller faire passer le message à l'autre, de savoir quels sont ses droits, quels sont également ses devoirs. Et donc, l'engouement de venir en droit, parfois, peut-être pour de bonnes raisons, peut-être par opportunité ou peut-être par autre chose. Oui. Alors, les gens veulent être dans le droit parce qu'il aime peut-être l'avocat, il aime l'enseignant de droit, il aime le notaire, il aime l'huissier de justice, le magistrat, vous voyez, ou le juriste de l'entreprise, Et donc pour ça, on vient faire le droit. Et également, on pense que quand on fait le droit, on pourra défendre la justice. Ouais. Donc, être du côté des justes. Mais ce n'est pas toujours vrai. Le droit n'a pas nécessairement pour vocation la justice. Le droit peut créer l'injustice. Le droit peut amener à l'injustice. Donc ça, ce n'est pas nécessairement le droit. Mais ce qui est le plus important, c'est comment nous enseignons le droit. Avant d'en arriver là, professeur, vous dites que certains s'inscrivent en fac de droit parce qu'ils veulent ressembler à d'autres. Est-ce que cette motivation suffit? Parce que finalement, quand on fait le point, on voit qu'il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, comme on dit. Moi-même qui vous parle, j'ai fait le droit. Finalement, ça ne me sert à rien dans la pratique de mon métier, ou ça ne me sert pas suffisamment, je peux le dire. Mais cela suffit-il de voir l'autre faire pour faire comme l'autre? Non, je suis d'accord avec vous, mais le droit vous a servi beaucoup de choses. Peut-être que le droit vous a servi de telle sorte que pour être recruté quelque part, si vous sachez que l'employeur veut vous gruger, vous allez lui dire tout de suite, non, je connais mes droits, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire ceci. Oh, donc quelque part, on est grugé tous les jours, mais on n'arrive même pas à faire valoir le droit. Le droit vous a servi sur le plan de la culture générale. Sur le plan de la culture générale, quand on est juriste, on est un homme cultivé. Alors, on est un homme cultivé, vous ne pouvez pas faire le droit. C'est pourquoi je chante tous les jours à mes étudiants. C'est pas parce que vous avez échoué, c'est pas après avoir échoué dans une faculté de médecine ou dans une faculté de sciences techniques que vous allez venir en droit. C'est après avoir échoué en droit que vous irez là-bas. Le droit se fait tous les jours. Il faut être à jour. Il faut être à jour. Et le droit, faire le droit, c'est faire un métier technique. Être technicien de droit, c'est autre chose qu'être accessoire du technicien du droit. C'est pas la même chose. C'est pas une formation littéraire, simplement? Non, c'est pas du tout une formation littéraire. C'est pas ce que vous mettez dans la formation littéraire. Si vous voulez dire livresque, oui, bien sûr. Bon, oui. Livresque, on parle beaucoup en droit. On lit, les cas pratiques sont pratiquement les mêmes. Quand vous avez les principes, vous avez les exceptions, et puis bon, vous cherchez pas loin. Ça s'applique. C'est cela que j'appelle littéraire, en fait. Ça, c'est de la caricature pure du droit. C'est pas ça, le droit. D'accord. Le droit, c'est pas du tout ça. La règle juridique est là, comme vous l'avez dit, pour nous aider à vivre mieux en société. Alors, il faut l'interpréter. D'abord, il faut concevoir la règle, il faut l'interpréter et il faut l'appliquer. À ces différentes étapes, vous avez besoin de techniciens en la matière. D'accord. Vous avez besoin de techniciens en la matière. Et pour former ces techniciens, vous avez une formation initiale, qui est la formation théorique. Mais aujourd'hui, encore dans le système de l'MD, elle n'est pas seulement théorique. L'obligation est faite dans l'enseignement aujourd'hui de jumeler les praticiens, donc de faire appel aux praticiens qui doivent faire au moins 30% du corps professoral de l'enseignement. Vous voyez? Et donc, vous devez tenir compte de ça. Première chose. Donc, non seulement déjà à la conception de la règle de droit, la notion de la légistique, comment écrire une loi, comment écrire un décret, comment écrire un ministre, comment écrire un arrêté ministériel. C'est des questions. Ensuite, lorsque il
il est écrit, même avant qu'il ne soit écrit, est-ce qu'il est opportun d'avoir un test aujourd'hui? Pourquoi est-il opportun? Lorsqu'on arrive à dire qu'il est opportun d'avoir le test, comment l'écrire pour accoucher la volonté qu'on veut, ce qu'on veut lui faire dire? Maintenant, lorsqu'on l'a écrit, ceux qui sont chargés de l'appliquer, il faut qu'ils l'interprètent. Il faut qu'il y ait une question d'interprétation. Et là aussi, il y a des règles qu'il faut maîtriser. Chacun interprète comme il veut. Non, chacun ne l'interprète. On a vu des juristes faire des interprétations de lois que personne ne comprend, et les interprétations varient d'un juriste à un autre, professeur. Alors, écoutez, il y a une chose, il y a la méthode et il y a les règles. À partir du moment où la personne interprète et respecte les règles établies, alors donc, le résultat peut valoir ce que ça vaut. Et c'est ça, c'est là où c'est une science. Et dans une science où on ne se discute pas et qu'il n'y a pas de la dialectique dans une discussion et que chacun essaye d'évaluer, on ne peut pas savoir. Donc, quand on dit qu'il parle beaucoup, non, je ne suis pas d'accord. Les gens discutent et c'est ça qui donne le plus important. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu le Covid-19 dans ce pays, vous avez vu les scientifiques. Chacun y va avec ses explications. Et c'est ça qui fait vivre la science. C'est ça qui fait vivre la science. Et c'est la même chose pour le droit. Ce qui est sûr, il va falloir qu'on fasse la différence entre les techniciens du droit et ceux qui vivotent autour du droit. D'accord. Ceux qui vivotent autour, c'est qui? C'est ceux-là qui pensent que je fais le droit parce que je veux juste atteindre... Moi, je vais faire le commerce, mais comme je n'ai pas trouvé, je vais d'abord faire le droit et après je vais faire le commerce. Moi, je veux faire le journalisme, mais bon, comme je n'ai pas pu accéder à une grande école de journalisme, je vais venir faire la fac de droit et puis après, je vais faire le journalisme. Moi, je veux faire ceci. Non. Je veux faire le droit parce que je veux être avocat. Je veux faire le droit parce que je veux être magistrat. Je veux faire le droit parce que je veux être professeur de droit. Là, vous parlez des débouchés quand on apprend le droit. Voilà, les exactement. Possibles professions. Voilà, lorsque vous faites le droit, aujourd'hui, et ça s'élargit, hein, les personnes responsables de marché public, par exemple, les juristes peuvent l'être. Le juriste d'entreprise, le juriste, vous êtes dans une banque, le juriste est la deuxième personnalité, pour toute banque qui se respecte, le juriste, le chargé des affaires juridiques est la deuxième personnalité d'une entreprise. Parce que toute décision que vous devez prendre, il faut qu'elle respecte les normes. Parce que si vous ne respectez pas les normes, vous aurez des problèmes. Vous voyez aujourd'hui, plusieurs chefs d'entreprise sont épinglés pour ce qu'on appelle ABS, abus de biens sociaux. Absolument, abus de biens sociaux. Voilà. Alors, donc, lorsque la plupart des opérateurs économiques que nous avons, ils ouvrent leurs entreprises, tout ça, vous lui dites, on veut recruter, on dit, non, je veux recruter un assistant comptable, et puis le reste dit, mais recrutez d'abord un juriste. Toute décision que vous allez prendre engage la vie de la société. Le juriste est à même de vous dire, ça il faut le faire, ça il peut le faire. Et vous donner les conseils pour vous permettre. Alors, on prend ça parfois comme des freins. Non, c'est trop lourd, ça ne me permet pas d'avancer. Mais alors, si vous voulez avancer durablement, c'est mieux de construire un socle plus solide. Et c'est pour ça que l'enseignement du droit doit être repensé dans nos universités, que ce soit public ou privé au Bénin. D'accord, mais beaucoup de gens prennent les praticiens de droit comme des manipulateurs, c'est-à-dire des gens qui voient la vérité et la contournent. Est-ce que c'est vrai? Alors, monsieur le journaliste, c'est quoi la vérité? La vérité est universelle. La vérité, c'est ce que tout le monde peut dire de la même façon sur un objet ou sur une personne. Mais vous voyez la vérité, parce que vous avez fait le droit, vous contournez la réalité. Alors, je repose toujours la question. Oui. C'est quoi la vérité? Bon, répondez maintenant, alors, parce que ma réponse ne vous satisfait pas. Pour moi, la vérité judiciaire n'est pas la vérité en dehors de la justice. C'est pas la même chose. La vérité judiciaire, c'est que lorsqu'on arrive à réunir tous les éléments qui montrent que ce qui s'est passé, c'est ça. C'est ça, la vérité. Mais cette vérité judiciaire, on peut à un moment T donné penser que c'est elle. Parce que tous les éléments concourent dans ce sens. Mais à un moment T plus 1, découvrir qu'en réalité, ce n'est pas ça. D'accord. Pour moi, la question de vérité, elle n'est pas autant universelle comme vous voulez le penser. C'est pas ça, c'est pas une question d'universalité. Vous savez, c'est vrai qu'on peut, sur certaines choses, de voir l'existence de quelque chose. Et dans la matérialité des choses.
On peut se dire. Encore qu'il y a des thèses qui contestent la question de la matérialité des choses. Et donc, le droit, c'est une science humaine. Ce n'est pas de la manipulation, alors. Ce n'est pas du tout de la manipulation. Le droit, c'est une science humaine. Et je vous dis, le droit, à un moment donné, à partir du moment où les concepts juridiques sont prédéterminés, soit vous faites partie d'une catégorie, soit vous ne faites pas partie de la catégorie. Alors, on ne manipule pas ça. Les faits sont têtus. Vous ne pouvez pas manipuler. Alors, à un moment donné, vous racontez une histoire. Allez-y. T+1, vous racontez une autre histoire. T+2, vous racontez une autre. Alors, on aura à comparer les trois histoires. Alors, lorsqu'on va comparer ces trois histoires, s'il y a des problèmes dans le contenu de ces trois histoires, on le sait. Même celui qui n'a pas fait le droit, le sait qu'il y a une différence dans ce que vous dites. Et donc, apprendre à être loyal envers soi-même dans l'évolution des choses, je ne pense pas que cela puisse être une manipulation. Oui, mais ce qui amène les gens à le dire, professeur, c'est parce que des collègues à vous, on connaît des praticiens de droit qui, à l'université, enseignent une chose, mais qui, dans la vie pratique, la vie politique, plus précisément, font le contraire. Du coup, les étudiants en droit se posent des questions. Ils méconnaissent même quelquefois leurs enseignants de fac. Alors, comment vous expliquez? Alors, de toutes les façons, la légalité n'est pas la légitimité. Vous voulez nous embrouiller encore, c'est ça? Du tout pas. Je voudrais juste... C'est ce que je vous reprochais à l'instant. Non, je voudrais juste qu'on comprenne certaines choses. Légalité, légitimité, c'est ça? La légalité, c'est tout ce qui est conforme à la loi. Okay. La légitimité, c'est ce qui est conforme à l'opinion publique majeure. Pour l'opinion publique majeure. Mais ce qui est conforme à la loi peut ne pas être ce que veut l'opinion publique majeure. Donc ce qui est enseigné à l'université peut ne pas être ce qui se fait dans la réalité. Mais on enseigne à l'université ce qui devrait être. Et on leur montre aussi ce qui est. Oui. Et on arrive à amener l'étudiant en droit à faire la part des choses. Mais quand on enseigne ça et qu'on fait autre chose dans la vie pratique, ça pose quand même un problème. Celui qui enseigne, oui, c'est un être humain. Donc? Oui. En tant qu'éducateur, il vous dit ce qui doit être. Première chose. Et il vous dit également, voici ce qui est. Deuxième chose. Et il vous amène, soit il a son opinion sur ce qui est et ce qui devrait être. Ouais. Et vous aussi, vous faites votre opinion sur ce qui est. Maintenant, lorsqu'il se retrouve entre, guillemets, être de l'autre côté de la vie politique, les contingences peut-être vont l'amener à être ce qui est, à être classé dans ce qui est, ce qui se pratique, puisqu'il vous l'a déjà dit, ce qui se pratique sur le terrain. Donc, à vous de voir, de faire la part des choses entre les deux. Ça, c'est mon point de vue. Mais ce qui est sûr, entre lui, entre celui-là qui rentre dans la politique, celui-là qui enseigne ce qui est, et qui rentre dans la politique, et fait ce qui est, ce qui devrait être, et fait ce qui est, il y a toujours une différence entre lui et celui qui ne peut même pas enseigner ça, ou celui qui n'a pas l'opportunité d'enseigner ça. Il y a toujours il y a une différence. Alors, lorsque vous avez des impressions, ou lorsque vous faites des caricatures de ce qu'est le droit, ce n'est pas la même chose lorsque vous êtes juriste vous-même, de formation, et que vous êtes sur le terrain, et que vous vous comportez. Mais est-ce que vous êtes fier de la façon dont le droit se dit actuellement au Bénin? Je suis fier de la manière dont le droit s'enseigne à l'université de Parakou. De Parakou. Je suis fier. Et également, pendant longtemps, comment est-ce que le droit a été enseigné à l'université d'Abomey-Calavi. Je suis l'un des produits de l'université d'Abomey-Calavi. Et donc, alors, le reste, lorsque vous prenez une promotion comme la promotion 99-2003, qui est ma promotion? Alors, lorsque vous prenez cette promotion, la plupart de ceux-là aujourd'hui sont des gens qui sont à des postes de responsabilité. Et des gens qui ont fait le droit et qui ont eu la passion du droit. Alors, faire le droit, c'est pas... Il y a des gens qui font le droit, mais qui n'ont pas la passion du droit. Et quand vous faites le droit et que vous avez la passion du droit, vous l'enseignez vous-même autrement, et vous vivez le droit autrement. Et vous faites appliquer ce droit autrement. Vous voyez? Et donc, ce n'est pas la même chose. Vous avez des gens qui viennent à la fac de droit parce que... juste, on leur a dit, fais le droit quand tu fais... C'est pas ça. Mais il nous revient, nous aussi, qui enseignons le droit, de voir, est-ce que nous y mettons les bons critères de mécanisme d'enseignement? Ce qui doit être, on ne peut pas enseigner le droit sans les travaux dirigés. Nous allons revenir à ça, mais vous n'avez toujours pas répondu à ma question. Vous l'avez contourné.
Est-ce que vous êtes fier de la façon, je repose la question, de la façon dont le droit est dit au Bénin? C'était ma question. Alors, vous savez, le droit... Répondez par oui ou par non. Et argumentez après. Non, écoutez, le droit est dit au Bénin. Alors, la façon dont il est dit peut ne pas plaire à quelqu'un ou peut plaire à quelqu'un, à certaines personnes. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de savoir, est-ce que celui qui dit le droit, et donc qui est le juge, oui, est-ce qu'il applique les principes tels que c'est prévu par la loi? Est-ce que c'est le cas au Bénin aujourd'hui? À mon humble avis, oui, on n'est pas loin de là. Donc ce n'est pas le cas? On n'est pas loin de là. On peut discuter et revoir comment est-ce que les choses se font. Alors, peut-être qu'il y a une sorte je ne sais pas, de manque de personnalité ou derrière ça, est-ce que c'est l'enseignement du droit qui pose problème? Je me dis, mais c'est vrai que vous allez découvrir certains de nos magistrats qui sont bien et qui font bien le boulot, mais il en est de même que vous avez d'autres où il y a une question d'influence peut-être. Une question d'influence qui peuvent arriver. Mais sinon, la plupart essayent de faire courageusement le travail qu'ils... Alors le juge devrait prendre des décisions, rendre des décisions selon son intime conviction, sans pression extérieure, normalement. C'est exact. Pourquoi alors vous remarquez ce que vous avez remarqué là? Qu'il y a quand même certains qui subissent des pressions et qui... Oui, mais quand ça arrive, je crois que le Conseil de la magistrature sévit. Vous savez, depuis quelques années, nous avons un Conseil de la magistrature fort. On peut fort, vous êtes sûr? Oui, je Pourtant, les gens contestent la composition de ce... Oui, c'est pas parce qu'on conteste que ça veut dire que c'est pas fort. Il y a trop de politique à l'intérieur. Il n'y a pas que des praticiens de droit. Il y a beaucoup de politique. Sur ce plan, je suis d'accord que le Conseil de la magistrature ne soit pas que les magistrats. Oui. Oui, mais lorsque la part des magistrats est infime par rapport à d'autres corps étrangers, il y a un problème. Lorsqu'il y a les politiques, lorsqu'il y a les ministères qui sont représentés... Je vous ai dit que le droit n'est pas que... La finalité du droit n'est pas que la justice. Mais c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Oui, justement. Professeur. Et donc le Conseil de la magistrature, comme pour objectif la justice en tant qu'institution. Oui. La justice en tant qu'institution. Et la justice en tant qu'institution a comme objectif la justice en tant qu'idéal. Et donc cet idéal à atteindre la seule voie pour l'atteindre n'est pas que le droit. N'est pas que le droit. Si c'était que le droit, on n'aurait que des juridictions judiciaires ou administratives. Nous avons aussi des juridictions politiques. Donc le Conseil supérieur de la magistrature est une juridiction politique? Non, le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe administratif dans la gestion. Oui. C'est un organe administratif dans la gestion des magistrats, mais également pour pouvoir refléter la justice dans notre pays. En tant qu'idéal vers lequel on tend. Et cet idéal, ce n'est pas que le droit. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que des magistrats au sein du Conseil de la magistrature. D'accord. C'était une digression. C'est une parenthèse que je revête, que je referme rapidement. Nous allons revenir à l'enseignement du droit, vous l'avez dit. Il n'y a pas que les travaux dirigés. Vous le faites si bien à Parakou. Il y a quoi d'autre pour enseigner valablement le droit dans nos universités? Oui, justement, j'ai dit, il n'y a pas que les cours magistraux. Il n'y a pas que les cours magistraux, oui. Et d'ailleurs, les cours magistraux ne devraient pas être... Alors, l'enseignement du droit passe d'abord par les travaux dirigés. D'accord. Vous l'aviez dit. Voilà. Donc, c'est l'option qu'a fait la faculté de droit de l'université de Parakou depuis quelque temps. Et cette année, nous avions organisé la formation des formateurs. Nous avions fait venir du Togo, du Sénégal et de l'université d'Abomey-Calavi des professeurs titulaires pour enseigner à nos chargés de TD, à nos enseignants qui font les TD, comment est-ce qu'on rédige une fiche de TD, comment est-ce qu'on déroule une fiche de TD, comment est-ce qu'on évalue une séance de TD. Après ça aussi, on leur a enseigné comment est-ce qu'il faut choisir un bon sujet pour écrire un article de doctrine. Et donc, nous avons fait ça. Ça nous permet de former nos chargés de TD pour qu'ils aient les armes pour aller vers nos étudiants. Alors, lorsque vous prenez un cours magistral comme un cours de droit de la famille, l'enseignant ne peut pas en 30 heures dire tout ce qu'il y a à dire. Ce n'est pas possible. Vous avez même des manuels de plus de 1000 pages sur le droit de la famille. Des manuels. Qu'il faut lire. Alors, l'enseignant ne peut pas, en 30 heures, venir dire tout ça. Il a besoin que son cours magistral soit renforcé par des travaux dirigés. Et ces travaux dirigés ont
cette vertu, non seulement de préparer les futurs enseignants, mais aussi de renforcer davantage les capacités professionnelles de l'étudiant en droit. Parce que vous ne pouvez pas faire le droit et ne pas savoir vous exprimer. D'accord, vous formez à tout ça. Justement, l'art oratoire, les recherches, tout ça, ça rentre dans... Le juriste, vous ne pouvez pas faire le droit et ça va... Alors le juriste, a priori, c'est celui-là qui vient défendre l'autre dans une certaine mesure. Donc à partir de là, il faut alors dénicher dans le public que vous avez devant vous ceux qui savent aussi bien manipuler cela. Manipuler là, et donc savoir parler. Alors, ça ne veut pas dire que lorsque vous ne savez pas parler, non, ça veut dire que vous êtes destiné peut-être à d'autres professions. Il y a plusieurs professions au niveau, plusieurs débouchés au niveau de ça. Et donc, c'est pendant les travaux dirigés que vous savez, vous avez le profil type de celui que vous avez formé et à quoi il faut le destiner, à quoi lui proposer. Voici, je pense que vous, si vous choisissez cette voie, et donc si vous n'arrivez pas à interagir avec l'étudiant, vous ne pouvez pas lui apporter le maximum d'informations pour qu'on n'ait pas tout le monde puisse s'engouffrer dans un même canal et il n'y aura pas de place en ce moment-là. Et vous avez le temps de le faire avec autant d'étudiants que vous avez, parce que 2000, c'est beaucoup, même si c'est des travaux dirigés. Comment vous arrivez à suivre chacun? Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça que je vous explique. C'est une question d'organisation et de volonté. C'est pas qu'on ne peut pas le faire. On peut le faire. C'est une question d'organisation et de volonté. Alors, lorsque vous répartissez les étudiants en des groupes pédagogiques et que vous avez 20 groupes pédagogiques, vous imaginez, nous avions recruté, en droit privé par exemple, nous avons recruté près de 15 chargés de travaux dirigés. Vous ajoutez à ces 15-là près de, je ne sais pas, près de 10 enseignants recrutés. 25, vous avez 15 groupes travaux. Au moins un groupe pédagogique, un chargé de TD. Encore que de la première année jusqu'en troisième année de licence. Et donc, il y a cette possibilité. Les difficultés que nous avons, c'est souvent la difficulté de salle. J'allais justement parler. Voilà. À l'université de Calavi, je ne sais pas si ça continue toujours. Les étudiants sont assis sur des briques. À Parakou, vous avez des infrastructures qui peuvent vous tenir? Alors, les travaux dirigés, ce ne sont pas les cours magistraux, je le répète encore. Oui, d'accord. Donc, les salles pour les 50 ou 30, ça, on en a. Et pour les 2000? Voilà. Oui, mais ça, c'est les cours magistraux. Les amphithéâtres. Oui, ça, c'est les cours magistraux. Et l'université de Parakou est dans cette logique-là d'investissement. Et c'est ça que nous déplorons aussi, qu'on n'a pas de grands amphithéâtres pour contenir tous nos étudiants. Vous savez, la dernière fois, le professeur Tokpan était venu faire cours d'introduction à la science politique. On n'avait pas la salle qui pouvait contenir tous les étudiants. C'est un cours qui concerne et le juriste et le politique, et ceux qui font la politique. Et donc, il y a ce problème-là. Mais l'université est en train de faire ça. On vient de construire un amphithéâtre, mais on est toujours en train de... Et pourquoi pas de se déplacer de ce site-là qu'on a pour aller sur le nouveau site qui est Baka, et dont on est en train de faire... Donc, dans tous les cas, les problèmes d'infrastructure se posent. Le problème d'infrastructure pour les cours magistraux, oui. Mais pour les travaux dirigés, c'est la disponibilité. Et il faut choisir l'heure à laquelle il y a la disponibilité et on peut faire les séances de travaux dirigés. D'accord. Alors, professeur, quelle est la place des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement du droit à Parakou? Ça c'est une question très... Ça fait partie des réformes en cours au niveau de la faculté de droit et de sciences politiques. Vous allez... nous avons de plus en plus... utiliser ces nouvelles technologies pour pouvoir enseigner le droit, mais aussi pour les recherches. Permettre aux étudiants, donc il y a un abonnement d'avoir la bibliothèque en ligne, donc les différentes légathèques qui font des productions juridiques, s'abonner à ça pour que l'étudiant, lorsqu'il est inscrit à la fac de droit, puisse avoir un code, il peut accéder à ces informations-là en ligne. Vous avez ça à Parakou? Oui, il y a un abonnement qui est en cours. On a cet abonnement qui doit faire avec Dalloz, les 6 et l'Estinso. Et le responsable de la bibliothèque centrale de l'université a pris déjà la demande. Et je lui ai donné tous les contacts pour pouvoir aller dans ce sens-là. Donc, première chose. Donc, donner l'envie à nos étudiants de ça. Également, le e-learning. Alors, ça, c'est un truc on avait, dans un premier temps, voulu le faire nous-mêmes, mais après, le gouvernement a demandé que ce soit un truc centralisé.
Et le ministère a demandé que l'université essaye de sursoir un peu à ça. Nous avons essayé et nous attendons parce qu'il paraît qu'on doit avoir les bases. Nos données doivent être hébergées chez nous. Ouais. Sinon, on aura de problèmes. Donc, toutes ces questions-là sont en train. Donc, ce débat est également en cours. Les nouvelles technologies aussi pour traiter les notes. Nous avons ce point faible-là. Nous avons ce point faible-là, mais je pense qu'avec les... Pour traiter les notes, comment? Expliquez-nous. Alors, vous savez, lorsque... C'est pour éviter les contacts entre professeurs et étudiants? Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, lorsque les copies sont corrigées, les notes de fin, il faut qu'on les traite avec un logiciel. On ne peut pas se permettre de mettre les notes un à un. Donc, pas des logiciels. Nous n'avons pas encore acquis un logiciel autonome dans ce sens-là, au niveau de la faculté de droit. Vous voyez, on n'a pas. Et donc, ça fait que nous avons ce point faible-là à notre niveau. Et donc, cela a une incidence sur l'enseignement également. Parce que lorsqu'on enseigne, il faut évaluer. Lorsque vous évaluez, vous donnez les résultats. Et ça vous permet d'avoir une idée. Pendant longtemps, lorsque vous avez près de 2500 étudiants inscrits à la fac de droit, l'université Parakou, mais c'est à peine 1200 qui viennent suivre les cours. Qu'est-ce que vous faites pour les autres Mais ils ne viennent pas, comme on ne peut pas les faire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de dispenser les cours quand même, justement, à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication? Même s'il y a les nouvelles technologies... Ma question était dans ce sens aussi. Oui, mais même s'il y a les nouvelles technologies, il faut que cette personne-là soit disposée à suivre le cours. Oui, mais si ces personnes ne peuvent pas venir... Il y a des gens qui s'inscrivent que pour avoir la bourse ou avoir les secours prévus, et puis ils ne sont pas... D'accord, mais il y en a qui veulent bien, mais... Il y en a, alors ça c'est le système de salariat, il y a des gens qui travaillent déjà. Alors nous avions, toujours dans cette perspective de changer avec le doyen, le professeur Adam Mokhtar, nous avions mis en place un centre de formation continue. D'accord. Il y a un centre de formation continue maintenant à la faculté de droit. Et donc, parce que l'enseignement de droit, il y a la formation initiale et la formation continue. La formation continue. Et donc, nous allons loger, à partir de la prochaine rentrée, tous les salariés dans ce système-là. Et ils feront leur licence. Alors, donc, pour eux, on peut aller jusqu'à 8 semestres. En tenant compte de leur disponibilité et en réduisant par jour ce qu'ils peuvent faire, et ils doivent venir au cours. Et c'est là où il y a l'obligation de présence pour les enseignements, et présence soit en ligne, mais aussi également présence physique par rapport à ça. Et donc on est en train de concevoir ce projet-là, et le coordonnateur de ce centre-là est déjà nommé, c'est un ancien doyen de la faculté, et qui fait un bon boulot par rapport à ça. Et d'ici l'année prochaine, c'est pour ça que je vous dis que l'enseignement de droit est en pleine mutation à la faculté de droit et de sciences politiques de Parakou. Et qu'est-ce qui va changer d'autre? Quelles sont les réformes? Alors, d'autres, il y a aussi, nous avions une perspective de l'ouverture d'une clinique juridique. D'une clinique juridique, vous savez, souvent l'université de Parakou est dans une ville, la ville de Parakou. Alors, qu'est-ce que la communauté de la ville tire de l'installation de l'université, ou du moins de la faculté de droit de l'université? Est-ce qu'ils se sentent, est-ce que les gens, les Parakois et les Parakoises se sentent-ils ou tels être tirer un service de ça, à part le fait d'envoyer leurs enfants à l'université. Donc là, nous avions décidé de mettre en place une clinique juridique mobile. Et les collègues également et d'autres praticiens qui nous renforcent vont animer avec nos étudiants. Déjà, ça va servir d'un premier plan de faire des stages au sein de ces cliniques avec des partenaires sociaux au niveau de la ville. L'hôpital central, par exemple, le CHDU, les banques qui sont sur place, la mairie, la préfecture, établis avec eux pour des usagers qui ont des problèmes de droit. Pourront venir poser leurs problèmes et ils auront des conseils. Ils auront des conseils les concernant. Et ça fait partie de la formation de nos étudiants. Nous y pensons et c'est déjà, on est en train, là, les tests sont déjà pris et on est en train de parcourir maintenant ces partenaires-là pour pouvoir avoir au moins quel est le jour qui vous arrange pour que l'équipe arrive à votre niveau. Quelle est votre obligation à avertir vos usagers, tout ça. On est dans cette perspective-là et ce travail est en train d'être fait. Alors, professeur Clotaire Agosso, nous avons parlé justement de l'enseignement du droit au Bénin, mais notamment à l'université de Parakou. Mais dans votre présentation tout à l'heure, je disais que vous êtes aussi président de l'association béninoise du droit de la famille. C'est une spécificité du droit. Oui, le droit de la famille, c'est vraiment
un droit très sensible, comme le droit foncier également. Il y a deux choses qui importent à l'être humain, sa famille et sa terre. Encore que si on peut dire sa terre, ou la terre, si vous voulez. Et donc, l'association Béninois de la famille, c'est un creuset de savants, donc de sachants, qui sont ensemble et qui réfléchissent sur le devenir du droit de la famille. Alors, réfléchir sur le devenir du droit de la famille, c'est également réfléchir sur le devenir de la famille elle-même. Alors, la question va se poser, savoir, le droit peut-il régir la famille? Exactement. J'allais justement vous poser la même question. C'est vrai, c'est comme le disait le professeur Noël Baguidi, parfois la famille aveugle le droit. Parfois la famille aveugle le droit et le droit devient médiocre au sein de la famille. L'affect qu'il y a au sein de la famille, que l'affect soit filial ou conjugal, l'affect là fait que le droit qui est censé, le lien de droit qui est censé être d'abord un lien entre vous et l'étranger, celui qui n'est pas vous, devient alors un lien entre vous et vous-même. Oui. Entre vous et vous-même. Et là, ça embrouille les cartes. Et donc, à ce niveau-là, avec nous, nos réalités, nos cultures béninoises, africaines, est-ce que le code civil ou le colon nous a apporté, est-il le droit qu'il nous faut? Donc, ça fait c'est question de débat. Oui. Et vous savez, l'association béninoise du droit de la famille, c'est une association qui est née depuis 2012. On n'entend pas beaucoup parler de vous? Oui, depuis 2012, ça fait quand même... Nous avions organisé en 2004 les 10 ans du Code des personnes de la famille. Nous l'avions organisé. Nous organisons des colloques, des séminaires. Et comment vous faites on n'entend jamais parler de vous. Oui, bon, on connaît l'association béninoise de femmes juristes et tout le reste, mais l'association béninoise du droit de la famille, c'est sûr que c'est pour la première fois que beaucoup de gens en entendent parler. Je ne crois pas que ce soit beaucoup de gens. Mais bon, je sais que la dernière activité de l'association béninoise du droit de la famille, c'était d'organiser avec l'université d'Abomey-Calavi le colloque sur la famille et la terre, dans la perspective des mélanges du professeur Baguidi, qui est le président d'honneur de l'association béninoise de la famille. Donc vous voyez, nous organisons des activités. Et comme je vous l'ai dit, comme c'est un milieu un peu sachant, c'est un milieu, et donc on n'est pas fermé. On n'est pas fermé. Vous, donc pour nous, ce n'est pas une question de nécessairement faire de publicité autour. Non. Mais c'est une question de réflexion. Et vous savez que là où il y a réflexion, il faut un peu le silence. Oui, mais il faut publier vos réflexions aussi. Oui, on publie justement les actes. On les publie justement. Alors les publications, alors publier, c'est pas publier nécessairement sur les réseaux sociaux, publier sur les... Alors il y a des articles, il y a des articles que nous publions. Je vous ai dit, il y a les mélanges du professeur Baguidi. Oui. Et dans cette bibliothèque, Dieu seul sait qu'il y en a suffisamment. Il y en a suffisamment de mélanges. Et donc l'association béninoise du droit de la famille, c'est de réfléchir sur ces questions-là. Et c'est une association qui est de 2012. On fait notre petit... Il y avait la présidente, celle qui a dirigé pendant 8 ans cette association, Dr Klasato Dohou Ghislaine. Elle est enseignante à l'université de Parakou. Et moi, ce n'est qu'en septembre 2022 que j'ai pris les rênes de l'association après avoir été le secrétaire général de l'association. Et donc la plupart de ceux qui sont membres de l'association, ce sont surtout les professeurs, les magistrats, des avocats, les doctorants ou les masterants, donc qui peuvent être membres de l'association. Alors l'activité que nous avons là et qui nous attend, c'est les 20 ans du Code des personnes de la famille. Ce sera en décembre 2024. Vous voyez, et il y a un comité scientifique qui est mis en place, comité scientifique dans lequel vous avez des médecins, vous avez des juristes, vous avez des sociologues, vous voyez, et donc vous avez tout ça, et maintenant un comité d'organisation. Et ce colloque sur les 20 ans sera co-organisé avec la Chambre des notaires, qui ont déjà donné, avec le Crédige, le Crédige, et probablement avec la chaire UNESCO des droits de l'homme, des droits de la personne et de la démocratie de l'Université d'Abomey-Calavi. Et donc on est dans cette perspective d'organiser cela, et c'est des questions scientifiques. Des communicateurs vont venir de tous les horizons. Vous avez des Béninois, des Sénégalais, des Togolais, des Français, tout ça. Et donc c'est sur cette activité cruciale que nous sommes focalisés ces temps-ci. Mais il y a un débat sur lequel on ne vous a pas du tout entendu, en tant qu'association béninoise du droit de la famille, notamment le débat sur la réduction des naissances. Ça a fait beaucoup de bruit récemment. Le gouvernement a clairement montré son option
Mais vous, en tant qu'association béninoise du droit de la famille, vous êtes resté muet totalement. On ne vous a pas du tout entendu sur cette question qui a quand même soulevé beaucoup de polémiques, professeur. Alors, encore une fois, je vous le dis, l'association béninoise de la famille, ce n'est pas une association politique, c'est pas une association. C'est pas de la politique, c'est une question précise. L'association droit de la famille. Vous défendez la famille, oui ou non? Oui, je défends les valeurs. Vous défendez la réduction de naissance, c'est ça? La question de la réduction de naissance a fait objet d'un petit atelier au niveau de l'association. Donc, c'est pas parce que on n'a pas... Mais vous devez en parler, oui. professeur. Donc, on en a fortement discuté et il y a un petit colloque qui sera organisé sur ces questions-là et ce qui sera décidé, les communications, le rapport général sera adressé à l'Assemblée nationale. Et donc, nous sommes dans cette perspective. On avait dernièrement un rendez-vous avec le président de l'Assemblée, mais qu'on n'a pas pu honorer parce qu'on avait un colloque sur les journées scientifiques à Parakou. Donc, il y a cette perspective-là. Ce n'est pas que sur les questions de la reconnaissance qui a eu lieu. Mais vous avez été consulté sur cette question au moins? Est-ce que les gouvernants vous ont consulté? Pour le moment, les gouvernants ne nous ont pas consultés. Mais des députés nous ont consultés. Les députés nous ont consultés et veulent notre savoir-faire. Qu'est-ce qu'on pense de la question? Est-ce qu'on peut leur faire une des fiches par rapport à ces questions-là? Et nous répondons toujours quand on nous consulte. Quand on nous consulte, nous répondons Qu'est-ce que vous avez répondu aux députés quand vous avez été consulté? Alors, ça fait un travail entre nous et les députés. On a envie de savoir, vous avez... Mais de toutes les façons, parce que la loi va être... certainement. De toutes les façons, vous aurez là, d'ici là, la position et lors d'un colloque, on va dire ce qu'on pense de la question et ce qui, normalement, est mieux pour notre pays dans ce domaine-là. Qu'est-ce qui est mieux pour notre pays, donc, professeur? Ce qui est sûr, il y a des constats. Il y a des constats. Et quand vous voulez réaliser quelque chose d'énorme, vous voulez que tout le monde soit protégé, il faut faire des prévisions. Et pour faire les prévisions, il faut être en mesure de savoir, je peux compter combien dans 20 ans, dans 100 ans. D'accord? Et donc par rapport à ça, chacun a une sorte de manœuvre à faire, ça c'est la politique. Donc le juriste n'est pas nécessairement le politique. Vous voyez? Et donc nous, au niveau de l'association, nous vous dirons, oui, dans la perspective de faire de la prévision et donc de la protection et donc du droit, c'est une éventualité. Mais ne peut-on pas voir ça autrement? Ne peut-on pas voir ça autrement? Donc, ça, c'est la... Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord sur la réforme, si on peut l'appeler ainsi. Enfin, on entrevoit votre réponse. On entrevoit votre position. De toutes les façons, lors de ce colloque, vous verrez. Donc il faut qu'on attende un colloque, c'est ça? Oui, il y a un colloque. C'est ça, c'est la manifestation scientifique. Et lors des débats, et ceux qui ont pris par là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Regardez par exemple la question du nom de la femme. Oui. La femme mariée. Vous savez, c'est un vieux débat en France. C'est un vieux débat en France. La femme qui doit porter, l'homme qui doit porter le nom de la femme ou le nom. C'est un vieux débat. Aujourd'hui, les études sociologiques ont montré que c'est pas ça. Même ce choix-là que la France ou les législateurs français ont fait, la population n'a pas suivi. Les gens ne conçoivent pas ça. Et donc, c'est pas, lorsqu'on fait un choix à un moment donné, ça peut ne pas être ça. Et puis après, on peut révolutionner, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, vous prenez le temps de faire un colloque sur la réduction des naissances. Mais il y a également un autre sujet sur lequel on ne vous entend pas du tout. C'est la propension de plus en plus accrue des LGBT. Là aussi, on ne vous entend pas. Puisque vous voulez défendre la famille, vous êtes une association béninoise du droit de la famille, vous ne parlez pas de ces questions cruciales. De plus en plus, alors, lorsque vous parlez des LGBT, nous sommes une population qui avoisine 13 millions à peu près. Alors, les LGBT, le nombre? Environ 18 000 déjà. Alors, sur 13 millions... C'est beaucoup. Alors, dans un environnement comme le nôtre. Oui, ça dépend de comment vous mettez votre beaucoup. Alors, sinon, dites-moi, vous dites qu'on n'en parle pas, on en parle. Mais on vous a jamais entendu sur le sujet. Plein d'articles. Alors, c'est ce que je dis. Alors, nous entendons ça. Il y a eu plein d'articles sur ces questions-là. Mais combien de gens lisent, professeur? Les articles, c'est pour les sachants. Justement, je vous ai dit que l'association béninoise de la famille... Communiquer pour le petit gens. Écoutez, l'association béninoise de la famille, je vous ai dit que ce sont des sachants. Alors, d'accord? Ils ne sont pas une ONG ou... Alors, donc, lorsque vous prenez ma seule personne, vous prenez ma thèse en elle seule, parle de la question de l'homosexualité. Parle de la question de l'homosexualité que je combats au nom de la dignité. Mais c'est cette même dignité qu'on utilise pour faire admettre
la question de l'homosexualité. Mais c'est une question de construction intellectuelle. C'est une question de construction intellectuelle. Lorsque vous prenez les dernières modifications de la loi 2002, donc la loi portant code des personnes de la famille, les dernières modifications intervenues en 2021, sur ces questions, on se dit le prochain pas n'est-il pas déverrouiller cette question-là au niveau de l'article 126 du Code des personnes de la famille qui parle du mariage qu'il doit avoir entre un homme et une femme. Est-ce qu'on ne va pas dire prochainement, par le biais de la Cour constitutionnelle, puisque c'est surtout par le biais du juge qu'on fait entrer la notion de liberté et d'égalité dans cette logique. Nous avons un juge constitutionnel qui fait de l'égalité une égalité mathématique. Qui fait, alors, cette option de faire de l'égalité mathématique, est-ce que c'est la meilleure des options? À mon humble avis, ou à notre humble avis, ce n'est pas là. Mais alors, la femme aujourd'hui, alors on dit, on veut protéger la femme, mais si, est-ce que la société elle-même ne protège pas déjà la femme? Donc, la question aujourd'hui, la femme a déjà tous les pouvoirs dans notre société. Monsieur le journaliste, la femme béninoise aujourd'hui a la possibilité de vous imposer la paternité. De vous imposer la paternité. Mais vous ne pouvez pas imposer à la femme la maternité. Donc la femme a un pouvoir. D'abord un pouvoir naturel qui le lui permet, mais maintenant la loi s'est alignée sur ce pouvoir naturel-là. Donc la femme a le pouvoir, qu'on veuille ou non. Et donc qu'on nous dise que la femme n'a pas le pouvoir, c'est un faux problème. Maintenant, c'est la vie de ce pouvoir. Comment ça se manifeste dans les relations conjugales, dans les relations familiales. Comment? Et c'est là que la culture vient prendre le dessus parfois sur le naturel. Le culturel vient prendre le dessus sur le naturel. De vous à moi, on ne naît pas parent, on devient parent. Absolument. Même si c'est vous qui l'avez mis au monde, parfois, ça s'apprend d'être parent. On apprend à être parent, ça s'apprend. Et donc ça, personne ne naît. Donc aujourd'hui, pensez que même parce que vous êtes père, vous ne pouvez pas garder un enfant, un bébé qui vient d'être né, c'est faux. Ça s'apprend. Vous n'avez pas répondu à ma question, mais c'est pas bien grave, je vous comprends. Professeur Clotaire Agossou, je pense que nous avons besoin de vous entendre de plus en plus sur les questions du droit de la famille. Tenez compte de ça pour l'avenir. Certainement que sur un certain nombre de sujets, nous allons vous relancer par rapport à certaines réalités. Alors, professeur, nous n'avons plus beaucoup de temps. Je pense qu'il y a un troisième pan de notre discussion. Il s'agit de la profession d'avocat. Je rappelle que vous êtes avocat également. Oui, avocat au barreau de Cotonou et au barreau de Paris, il faut le dire précisément. Et ça fait partie de l'un des débouchés de l'enseignement du droit. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants vont en droit parce qu'ils ont envie d'être avocats, d'être maîtres et tout ça, mais à un moment donné, le bruit a couru que c'est un conglomérat de personnes ou de sachants, un corps de métier difficile à pénétrer. Est-ce que vous le confirmez? Oui, de toutes les façons, devenir avocat, ça suppose qu'on fait un master en droit. Et après, ou une maîtrise. Oui, ou une maîtrise, mais on parle de plus en plus d'un master en droit. Vous faites un master en droit et après ça, vous faites une formation d'accès à la profession qui peut durer, ça peut durer 2 ans, ça dépend du système dans lequel vous êtes. C'est ça le plus difficile, paraît-il, difficile de réussir au CAPA. Oui, c'est à la limite, c'est un examen, mais en même temps un examen concours. Vous voyez, c'est un examen, mais un examen concours. C'est là qu'on a le filtre. C'est là que... Oui, c'est ça, c'est à partir de là, alors que c'est avec ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, avec la réforme de l'enseignement au niveau de l'université de parcours, ça va davantage rendre plus fluide tout ceci. Ça va davantage. Parce que nous avons tellement, la formation initiale de la maîtrise ou le master est tellement axée sur le contenu livreste que la question pratique n'a pas été faite suffisamment. Et donc si c'est fait suffisamment, ça va avoir une incidence. Sur toutes les autres professions, dans le domaine, je suis en discussion avec les notaires dans ce sens-là, et donc ça va avoir un impact. Et ça, on le saura très vite. Alors, donc pour devenir avocat au Bénin, c'est une norme de l'UEMOA, réglementaire communautaire, qui prévoit également, il y a aussi une loi chez nous. Et donc toute la loi de 1965 qui règle l'accès à la profession de l'avocat et la norme
Alors, certains vous diront que la norme de l'UEMOA est venue prendre le dessus concernant l'hiérarchie des normes. Oui, mais toutes les dispositions de la loi 1965 qui ne sont pas contraires à cette norme sont applicables. Et pourquoi c'est si difficile de devenir avocat au Bénin? Alors, je ne crois pas qu'il soit difficile de devenir avocat au Bénin. Ce qui est difficile, c'est au niveau de la sélection Voilà, donc au niveau de la sélection, c'est vrai qu'il y avait eu un petit souci, mais je crois que maintenant... Il y avait quel souci, dites-nous? C'est la formation, ce que je vous ai dit. Donc, la formation impactait dans le filtre de lorsque vous avez... Est-ce que l'ordre des avocats n'avait pas forcément un mot à dire qui Non, empêchait les gens de... le diplôme de CAPA est un diplôme universitaire. Oui, mais bon... C'est l'université. C'est vrai que c'est fait avec l'ordre des avocats, mais c'est l'université qui délivre le diplôme. Maintenant, ça a été revu. La formation, c'est l'école des avocats ou l'IEJ. Donc, je crois qu'ils vont faire voter cette loi-là pour l'école de formation des avocats. Et c'est ce qui est d'ailleurs dans tous les pays. C'est l'école des avocats qui forme et met sur le marché. Mais c'est un diplôme qui est arrimé à une université. Et donc, c'est une université qui répond, donc c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui répond de ça. Alors, la norme communautaire dit qu'il faut aller à une école, donc on sélectionne donc ceux qui veulent faire la formation. Ils vont suivre pendant 1 an cette formation et on fait l'examen. Ceux qui passent l'examen, ils vont en stage pendant 3 ans et puis après les 3 ans, ils prêtent serment, ils deviennent avocats. Qu'est-ce qu'on gagne à être avocat aujourd'hui? Dites-nous. Il paraît qu'on gagne beaucoup d'argent, il paraît que on gagne des choses. Qu'est-ce qu'on gagne à être avocat, à défendre des causes bizarres quelquefois? Je me demande si les causes sont bizarres. Toute personne a besoin d'être défendue. Oui. Alors on gagne à être avocat, on gagne une question de respect de soi-même. Et à partir du moment où on respecte soi-même, ça veut dire qu'on respecte la loi. Et quand on respecte la loi, on fait respecter la loi et on participe à ce que la loi puisse être respectée. Et c'est ça l'objectif de tout juriste. Professeur Clotaire Agossou, nous avons passé 52 minutes ensemble. C'est vrai que nous avons parlé de l'université de Parakou, de l'enseignement de droit. Nous avons parlé de l'association béninoise du droit de la famille. Et nous avons également parlé de la profession d'avocat. Pour conclure cet entretien, qu'est-ce que vous direz à tous les téléspectateurs qui vous suivent, les auditeurs qui vous écoutent? Alors, ce que je tiens à dire ici, c'est de dire à mes étudiants de la faculté de droit et sciences politiques, c'est de savoir que désormais, le droit est enseigné autrement à la faculté de droit. Ça ne sera plus comme avant. Et ceci, dans leur intérêt et l'intérêt de l'État. À l'université de Parakou, spécifiquement, ou dans toutes les universités du Bénin? Je prends le pari pour l'université de Parakou, la fac de droit de l'université de Parakou. C'est là-bas que je suis et donc ce n'est que là-bas qu'on peut imprimer un rythme. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Merci, chers amis téléspectateurs de Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM. Notre invité s'appelle professeur Clotaire Agossou. Je rappelle qu'il est agrégé des facultés de droit. Enseignant à l'université de Parakou, cette université qu'il aime tant, vous l'avez remarqué tout au long de cette émission. Il est également vice-doyen de la faculté de droit. Par ailleurs, avocat au barreau de Cotonou et de Paris, président de l'association béninoise du droit de la famille, ABDF. Avec lui, nous avons abordé la problématique de l'enseignement du droit dans nos universités. Tous les étudiants, désormais, qui vont choisir d'aller s'inscrire en droit, savent à quoi s'en tenir. Notre souhait pour vous et pour vos familles, c'est que 2024 vous apporte tout le confort nécessaire. Confort sur le plan de la santé, confort sur le plan de la famille, confort également sur le plan matériel, afin que vos vœux soient totalement exaucés. Merci de faire toujours confiance à nos médias, à Eden Télévision et à Diaspora FM. Nous faisons la promesse que l'année 2024 sera pour vous et nous une année fructueuse à tous égards.